au centre du Michigan, il y a des rues où même la police ralentit la nuit. Pas par peur du crime, mais parce que le désespoir a remplacé la loi. On appelle ces lieux les zones grises des poches d'ombre entre deux mondes, celui des rêveurs d'hier et celui des survivants d'aujourd'hui. Des quartiers effacés des cartes touristiques, où la lumière des lampadaires se perd dans la brume et où le silence pèse plus lourd que la neige. Nous sommes en 2025 et ici, dans ce cœur glacé de l'Amérique, le sans-abrisme n'est plus un problème de grande ville. C'est une épidémie sociale, un virus lent et silencieux qui s'étend des ruelles de Detroit aux villages nichés entre les forêts et les lacs du Nord. Ce n'est plus seulement une question d'économie, c'est un effondrement humain, une fracture morale. Chaque nuit, sous les ponts gelés ou dans les parkings désertés, des milliers d'Américains jouent leur survie face au froid, la faim ou l'oubli. Bienvenue dans le Michigan, cette terre de contraste, un État que l'on décrit souvent par ses cartes postales. Les eaux tranquilles du lac supérieur, les forêts d'érable en feu à l'automne, les maisons de briques rouges où flotte encore la nostalgie du rêve américain. Mais sous cette beauté figée se cache une tragédie que peu osent regarder. Le Michigan meurt lentement, étouffé par la misère, la solitude et l'indifférence. Les chiffres sont impitoyables, plus de 33 000 personnes vivent sans domicile fixe, et si la tendance se maintient, elles seront près de 36 000 d'ici fin 2025. Mais derrière chaque chiffre, il y a une histoire. Un père qui a perdu son emploi, une mère qui dort dans sa voiture avec ses enfants, un ancien soldat que les cauchemars ont ramené à la rue. Presque une personne sur deux est issue d'une famille avec enfants. Cela signifie que des milliers d'enfants grandissent sans lit, sans intimité, sans stabilité, apprenant à lire dans des foyers, à rêver entre deux déménagements forcés, à survivre dans un monde qui ne les voit pas. Et le plus dérangeant, cette crise ne se limite plus aux grands noms comme Detroit, Flint ou Grand Rapids. Elle s'étend aux petites villes autrefois tranquilles, aux communautés rurales qui se pensaient à l'abri du chaos urbain. Dans la péninsule supérieure, la nature semble intacte, mais le froid y est plus impitoyable que nulle part ailleurs. Ici, le climat est un tueur silencieux et le manque de logements abordables transforme chaque hiver en menace. La beauté des paysages cache mal une pauvreté qui ne cesse de s'enraciner. Dans les écoles, plus de 9000 enfants sont recensés comme vivant dans des conditions instables. Certains dorment dans des voitures, d'autres dans des motels, d'autres encore changent d'adresse chaque semaine. Pour eux, aller à l'école devient un acte de résistance. Leur avenir dépend souvent de la chance d'un repas chaud ou d'un toit pour la nuit, et pourtant, ces enfants continuent de sourire, de jouer, de croire à un lendemain que personne ne leur garantit. Alors une question s'impose. Comment un État qui fut jadis l'orgueil industriel de l'Amérique, le berceau des usines Ford, des ouvriers syndiqués et du rêve ouvrier athée, il put laisser autant de ses habitants tomber dans l'oubli? Comment la terre du progrès est-elle devenue celle du désespoir? La réponse est complexe, enfouie dans les fissures du temps. Le Michigan est aujourd'hui le miroir d'une Amérique déséquilibrée, où la réussite n'est plus une promesse collective, mais une loterie sociale. Une Amérique où les anciens ouvriers deviennent mendiants, où les enfants dorment sous des toits percés, et où le froid n'est plus seulement une saison, mais une métaphore nationale. Sous la neige immaculée, des tentes en plastique s'alignent, formant des micro-villes invisibles. Les gens s'y entassent autour de brasseros, partageant le peu qu'ils ont. Parfois, un camion de bénévoles vient distribuer des repas, parfois non, et quand la nuit tombe, tout disparaît à nouveau dans le silence. Ici, l'espoir ne meurt pas, d'un coup il s'éteint lentement, comme une flamme qu'on oublie de nourrir. Et pourtant, malgré tout, il reste des regards qui brillent, des gestes de solidarité, des mains tendues dans l'obscurité. Le Michigan n'est pas mort, il lutte encore. Mais si personne ne l'écoute, si personne ne regarde vraiment, alors les zones grises deviendront noires, et cette part d'Amérique, jadis moteur du monde, ne sera plus qu'un souvenir. Pour comprendre le désastre qui ravage aujourd'hui le Michigan, il faut regarder derrière les statistiques, au cœur même de ce qu'on appelait autrefois le rêve américain. Ici, ce rêve s'est fissuré lentement, comme une vitre qui craque sous le poids du froid. Il n'a pas explosé d'un coup, il s'est effondré en silence au fil des années, dans les rues de Detroit, de Flint, de Grand Rapids, et jusqu'aux petites villes qu'on croyait à l'abri.
Dans les années d'après-guerre, le Michigan symbolisait la promesse américaine. Des usines pleines, des familles prospères, des maisons alignées, avec des pelouses parfaites. C'était le royaume de Ford, de General Motors, de la classe ouvrière fière de son travail. Mais ce temps est révolu. Aujourd'hui, les sirènes des usines se sont tues, les entrepôts rouillent, et les villes autrefois prospères sont devenues des musées à ciel ouvert de la désindustrialisation. Le rêve s'est évaporé, ne laissant derrière lui qu'un sentiment d'abandon. En 3 ans à peine, les loyers ont bondi de plus de 36%, pendant que les salaires, eux, n'ont pratiquement pas bougé. Dans des villes comme Lansing, Flint ou Grand Rapids, un simple appartement d'une chambre dépasse désormais les $1000 par mois. Et cela, sans compter les factures, la nourriture ou les soins médicaux. Pour un travailleur payé au salaire minimum du Michigan $12 de l'heure, cela signifie qu'après avoir payé son loyer, il lui reste à peine de quoi manger. Aucune marge, aucun coussin, la moindre erreur, le moindre accident de voiture, la moindre facture médicale non prévue. Et tout s'effondre. C'est ce qu'on appelle le nouveau précipice social, un monde où une seule mauvaise journée peut suffire à te mettre dehors. Un monde où des milliers de familles sombrent dans la pauvreté, non pas parce qu'elles ne travaillent pas, mais parce qu'elles ne gagnent tout simplement plus assez pour vivre. Les chiffres sont terrifiants. Il manque aujourd'hui plus de 188 000 logements abordables dans tout l'État. Les programmes de soutien existent, mais ils ne sont qu'un mirage bureaucratique. Les listes d'attente pour un logement social s'étendent parfois sur des années. Alors les familles s'entassent dans des motels, dans des voitures ou dans des abris de fortune faits de bâches et de carton. Elles survivent, invisibles. Une femme rencontrée à Flint disait avec une lucidité glaciale « Il me demande une adresse pour m'envoyer le courrier d'aide au logement, mais si j'avais une adresse, je n'aurais pas besoin d'aide. » Cette phrase résume tout le paradoxe d'un système censé protéger les plus faibles, mais qui les exclut par ses propres règles. Le Michigan est aussi victime d'un autre mal, plus insidieux, la fatigue administrative. Les formulaires sont interminables, les rendez-vous inaccessibles, les documents demandés absurdes. Comment prouver son identité quand on dort dehors? Comment présenter un justificatif de domicile quand on n'en a plus? Les institutions, censées être des refuges, sont devenues des labyrinthes où l'espoir se perd entre deux guichets. Et pendant ce temps, un autre drame grandit dans l'ombre, la crise de la santé mentale. La pauvreté ronge d'abord le corps, puis elle attaque l'esprit. Les troubles anxieux, la dépression, le stress post-traumatique explosent. Mais les soins sont rares. Dans les zones rurales du Michigan, les centres psychiatriques ont quasiment disparu. Dans les villes, les listes d'attente peuvent durer des mois, parfois un an. Les plus fragiles n'ont tout simplement pas le temps d'attendre. Les conséquences sont désastreuses. Une mère épuisée par la dépression perd son emploi. Un père malade arrête de chercher du travail. Les dettes s'accumulent, les factures s'entassent et la spirale devient incontrôlable. Petit à petit, les familles glissent dans une zone où l'aide publique ne les atteint plus. Ceux qui tombent dans cette fracture sociale ne tombent pas parce qu'ils ont échoué, ils tombent parce qu'ils ont été laissés seuls. Et c'est là que le rêve américain s'effondre vraiment dans la solitude. Pendant des décennies, on a répété que quiconque travaille dur peut s'en sortir. Mais dans le Michigan de 2025, cette phrase est devenue une illusion cruelle. Le travail ne protège plus. Les anciens ouvriers dorment dans des abris, les jeunes diplômés cumulent 2 emplois sans parvenir à payer leur loyer. Et les retraités, après une vie entière de labeur, finissent dans des caravanes gelées au bord des routes. Un vieil homme rencontré à Grand Rapids m'a dit, en fixant le vide, « Avant, on se fatiguait à travailler, maintenant, on se fatigue à survivre. » Cette phrase résonne comme un glas, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Une société entière qui s'épuise à rester debout. Le rêve américain ne s'est pas brisé dans un fracas spectaculaire. Il s'est dissous lentement dans la routine des factures impayées, dans la honte de tendre la main, dans l'indifférence générale. Aujourd'hui, les files d'attente devant les banques alimentaires s'allongent, les shelters débordent, et chaque hiver, le froid devient une sentence pour ceux qui n'ont plus de porte à fermer. C'est pas seulement une crise du logement, c'est une crise morale, une faillite de tout un modèle. Car la valeur d'un pays ne se mesure pas
à la hauteur de ces gratte-ciel, mais à la chaleur de ces foyers. Et dans le Michigan d'aujourd'hui, trop de foyers se sont éteints. Quand on évoque la crise du sans-abrisme dans le Michigan, tous les regards se tournent vers Detroit, l'ancienne capitale de l'automobile. Mais la vraie tragédie se joue dans ses marges, dans des quartiers que même la police traverse en silence. Hamtramck, Highland Park, East Detroit, des lieux que les habitants appellent les zones grises. Des endroits oubliés, coincés entre la misère et l'indifférence. La nuit, la lumière s'éteint et les ruelles se vident. Sous les ponts, des tentes bricolées de bâches et de couvertures abritent un monde invisible. Un ancien ouvrier, une femme ayant fui la violence, un adolescent sans famille, ils vivent dans l'ombre, sous la menace du froid, mais surtout dans la peur de disparaître sans laisser de traces. Un vieil ancien marine rencontré à Highland Park dit « Nous ne craignons pas la police. Ce qui nous fait peur, c'est l'invisibilité. » Dans ces quartiers, la loi du plus fort s'impose sans violence, juste par nécessité. Les habitants se relaient pour veiller la nuit, les églises distribuent quelques repas, des bénévoles passent parfois avec des couvertures. Ce sont des gestes d'humanité dans un désert social. Les services publics, eux, ont disparu. Plus de bus, plus d'écoles, plus de magasins. Les routes se fissurent, les toits s'effondrent, les maisons abandonnées se comptent par centaines. Certaines abritent encore des familles cachées, sans électricité, vivant dans des pièces fermées par des planches. Ici, le sans-abrisme ne se voit pas toujours, il se devine derrière chaque fenêtre brisée. Et quand la pauvreté s'installe, elle attire son double, la drogue. Le fentanyl s'est glissé dans les ruelles, vendu à prix dérisoire. Chaque hiver, des corps sont retrouvés dans des voitures, des escaliers ou des tentes, victimes du froid ou de ce poison. Peu importe. La mort est devenue une voisine ordinaire. Pour beaucoup, la chute ne s'est pas faite en un jour. On commence par perdre un emploi, puis un logement, puis un ami. On dort sur un canapé, puis dans une voiture, puis dehors. Et un matin, on réalise qu'on ne fait plus partie du monde normal, qu'on est devenu invisible. À East Detroit, certains surnomment leur rue le cimetière des promesses. Les murs sont couverts de graffitis, les arbres poussent à travers les toits. Ce n'est plus une ville mais un avertissement, car le sans-abrisme ici n'est pas seulement l'absence d'un toit, c'est la disparition lente d'une communauté entière. Et Detroit, jadis symbole de la réussite ouvrière, est aujourd'hui le miroir d'un pays fracturé entre ceux qui vivent dans la lumière et ceux qu'on préfère ne plus voir. Dans les zones grises du Michigan, là où les tentes remplacent les maisons et les ruines des usines, un ennemi encore plus sournois s'est installé, le fentanyl. Ce n'est pas une drogue de luxe, ni un plaisir clandestin. C'est un anesthésiant pour oublier la faim, le froid et le vide. Une poudre minuscule, plus forte que la morphine, qui tue avant même qu'on ait conscience d'en dépendre. Le fentanyl est devenu le dernier refuge du désespoir. On le trouve dans des sachets d'héroïne, des pilules falsifiées, parfois même dans le cannabis de rue. 2 mg moins qu'un grain de riz suffisent à arrêter un cœur. Dans les camps de fortune autour de Detroit, Flint ou Grand Rapids, il se propage comme un fantôme. Les secours le surnommant la mort silencieuse, car elle ne fait pas de bruit, ne laisse pas de traces, seulement des corps figés sous la neige. Jason en est la preuve vivante. Ancien ouvrier du bâtiment à Detroit, il a tout perdu après la fermeture de son chantier. D'abord son travail, puis son appartement, puis ses amis. Quand il s'est retrouvé dehors, il a cherché un moyen d'oublier. Une nuit, il a pris une dose d'héroïne bon marché, sans savoir qu'elle contenait du fentanyl. Le lendemain matin, il a été retrouvé inconscient dans une ruelle. Il a survécu uniquement parce qu'un bénévole passait avec une dose de naloxone, le médicament qui inverse les overdoses. Jason a eu de la chance, des milliers d'autres ne l'ont pas eu. En 2022, le Michigan a enregistré plus de 2900 morts liées aux opioïdes, la plupart causées par le fentanyl. Parmi elles, un nombre croissant de sans-abri, mais aussi des ouvriers, des mères de famille, des vétérans. Ici, la frontière entre la pauvreté et la dépendance est si fine qu'elle disparaît. Et dans ce cercle infernal, la mort devient quotidienne. Pour les bénévoles, la naloxone est devenue aussi essentielle qu'une couverture ou un repas chaud. Certains racontent qu'ils ont dû l'administrer plusieurs fois par jour, parfois au même endroit, parfois à la même personne. Les secours travaillent au rythme des sirènes, courant d'un camp à un autre, réveillant des corps inertes dans le froid,
Mais on ne peut pas réveiller une société entière qui choisit de détourner le regard. La drogue n'est pas la cause unique de cette tragédie, elle est le symptôme d'une douleur collective. Quand le travail disparaît, quand la famille s'effrite, quand l'État se tait, le vide appelle toujours un remède. Et le fentanyl, rapide, bon marché, mortel, devient ce remède. Il ne promet pas la joie, seulement le silence. Un médecin bénévole à Grand Rapids résume la situation d'une voix lasse. Avant, on soignait la pauvreté avec des emplois. Aujourd'hui, on la soigne avec des opioïdes. Le Michigan ne meurt pas seulement de froid, il s'endort lentement sous anesthésie chimique. Et chaque dose avalée est un cri étouffé, un appel à l'aide que personne n'entend.